Aujourd'hui, le squad, on va parler nutrition et plus particulièrement de sécurité des aliments, d'additifs et de compléments alimentaires avec un expert sur le sujet qui m'a été recommandé par Nouchka Diet sur l'épisode numéro 23 que beaucoup ont apprécié. Clément, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Déjà, je te remercie, pour, l'invitation et je remercie, Nouchka pour la recommandation. Donc, moi, c'est, Clément Noblet. Je suis, diététicien et je me suis, orienté, surtout, vers tout ce qui est un peu, allergie ou pseudo-allergie, liée à l'intolérance à l'histamine. Et sur les réseaux sociaux, je partage beaucoup autour, des additifs et de la sécurité, alimentaire et des compléments alimentaires. Parce que j'ai un parcours, en tant que, diététicien, coach sportif et j'ai aussi une licence, en sécurité et qualité des aliments et des compléments alimentaires et produits pharmaceutiques. Ok, génial. Et du coup, ça veut dire que ton activité aujourd'hui, elle se segmente comment? Quelles sont tes activités actuelles? C'est surtout, lié, en tant que diète, autour des, pseudo, allergies, bah, liées à l'intolérance à l'histamine ou après, des cas assez proches en tout cas ou des intolérances, alimentaires, qui font penser des fois à l'intolérance à l'histamine. C'est comme ça que beaucoup de personnes viennent me voir parce que je suis une certaine référence à ce sujet, quoi. Et ce que tu as fait comme licence au niveau de la sécurité alimentaire, tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté véritablement dans l'activité que tu as aujourd'hui? Et pour quelles raisons, en fait, tu as fait ce choix-là qui est très spécifique et finalement très peu connu du grand public? C'était, en partie, pour, trouver un emploi en CDI, si tu veux, pour, acheter une maison et aussi, lié à des soucis, de garde, d'enfants. Donc, c'était surtout, pour ça et j'ai pris un domaine, qui pouvait m'intéresser. Donc, c'était, la qualité, sécurité, des aliments, des compléments alimentaires et ce qui Ouais. m'intéressait, surtout, c'était au niveau, réglementaire et les analyses, de laboratoire. C'est ce qui Ok. m'intéressait le plus, pour, après, développer autour, de ce sujet-là sur les réseaux sociaux. Bah justement, ouais, on parlera bien évidemment de ces problématiques allergiques parce que je suis sûr que tu vas nous apprendre beaucoup de choses à ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances là-dessus. Moi, le premier. Et on va parler d'un sujet très rapidement que clairement je ne maîtrise absolument pas et que je pense que très peu maîtrisent. C'est celui sur les additifs. Sont-ils tous mauvais? Comment savoir ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais pour notre santé? Alors, les additifs, c'est un sujet, très, très, très particulier et assez complexe, parce que c'est méconnu. C'est surtout ça, comme tu l'as dit, peu de gens s'intéressent vraiment à ça dans le fond et sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses très négatives autour des aliments ultra transformés et des additifs, notamment, depuis, le livre de Anthony Faraday, «Halte aux aliments ultra transformés», où, là, vraiment la chasse aux additifs, et aux aliments ultra transformés se fait plus forte qu'à l'époque où, Corinne Gouget avait sorti son livre, je trouve. Ok. Donc, sur les, additifs, s'ils sont bons ou mauvais, bah, globalement, la quasi-totalité des additifs ne pose pas de problème, tu vois, au niveau de l'alimentation et de la santé en général. Certains additifs peuvent poser des soucis, c'est assez bien connu et souvent, débattu. On peut retrouver, par exemple, les, colorants, alimentaires qui peuvent augmenter, avoir une activité en fait, sur les enfants, tu sais, une augmentation de l'activité, chez les enfants D'accord. ou une hyperactivité. Les additifs nitrités qu'on peut retrouver dans les charcuteries, ça qui sont beaucoup discutés en ce moment, notamment à cause des cancers, colorectaux, éventuellement du diabète aussi. Donc ça fait beaucoup débat. Il y a un enjeu au niveau de la réglementation là-dessus et après il y a quelques additifs, qui sont plutôt négatifs, c'est, les, émulsifiants. Ok. Dedans, on peut retrouver le carboxyméthylcellulose, le E466, quelques autres émulsifiants qui peuvent poser des doutes, éventuellement les, mono et diglycérides d'acide gras, et autres, émulsifiants, ce serait dû en fait au fait que ça a une action sur, les, villosités de l'intestin et ça pourrait augmenter, l'inflammation au niveau de l'intestin. C'est, au niveau mécaniste, surtout vu, il y a assez peu de données, vraiment dans l'alimentation, humaine et des études, très probantes là-dessus, mais on peut quand même, déjà, avoir des doutes sur ces additifs-là.
Donc, en fait, si je comprends bien, il y a aussi des additifs qui sont bons et qui seraient même nécessaires dans une alimentation. Comment tu peux savoir, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément dans le sujet, dans le domaine, quels sont les additifs qu'il faut prioriser? Je sais que tu as fait beaucoup de réels sur Instagram notamment, où tu montres en fait quels sont les aliments à choisir en fonction d'une thématique donnée, des wraps, du fromage, du jus, etc. Et la chose qui est assez intéressante, je trouve, c'est que tu spécifies quels sont les additifs qu'il y a dedans et avec un code couleur très simple, vert-rouge, tu montres quels sont les additifs qui sont bons et ceux qui sont mauvais, mais comment s'y retrouver finalement au-delà du contenu que tu peux nous partager. Bah, déjà, il faut savoir que les additifs sont ajoutés, dans un but intentionnel et dans un but technologique. Donc, c'est soit améliorer, la conservation du produit ou le goût, la texture et ça doit répondre à un besoin et ça ne doit pas tromper le consommateur, donc, si tu veux rajouter, intentionnellement, ces additifs pour, améliorer, le produit en rajoutant des calories ou des choses comme ça ou, des macronutriments. C'est pas le but, à la base, c'est, pour soit améliorer la conservation, la texture, autre, mais qui apporte un bénéfice au produit et ça, c'est, réglementé donc tu as un cadre européen, c'est le règlement, 1333, 2008 qui, fait la liste de tous les additifs autorisés et les additifs, sont autorisés par la Commission européenne, mais avant ça, en fait, ils subissent une, évaluation, par, l'EFSA, donc l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, pendant, 9 mois, voire un peu plus. Donc l'EFSA, si tu veux, va, éplucher, toutes les données scientifiques, disponibles et en cours, d'étude également, sur, la molécule qu'ils veulent examiner. Donc un des additifs, par exemple, peu importe, ils vont le prendre et ça aura mis, X temps à être évalué, donc 9 mois ou plus et là, l'EFSA, conclut, c'est un additif, qui peut poser problème ou c'est un additif considéré sûr à telle dose. Là, ça va en Commission européenne et la Commission européenne décide, si, on continue de garder cet additif ou s'il est autorisé, si c'est un nouvel additif et ainsi de suite, quoi. Ok. Donc c'est comme ça, par exemple, le dioxyde de titane, si tu veux, le E171, qui a été interdit, en 2020, il me semble. En gros, l'EFSA a dit qu'ils avaient des doutes, sur, cet additif et les nanoparticules qu'il contient sur éventuellement le risque au niveau de l'immunité ou potentiellement des cancers. Mais il n'y avait pas, de certitude dessus et ensuite c'est passé en Commission européenne et la Commission européenne a dit: «OK, bon, bah, cet additif, on le vire. Il y a des doutes, on le vire» et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la plupart des additifs, sont, sûrs. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir dessus. Par contre, c'est dans l'aliment qui rentre, la plupart des aliments ultra transformés, donc qui contiennent ces additifs, sont souvent, de, mauvaise qualité nutritionnelle. Par exemple, sur les aliments ultra transformés, il y a 80 des aliments ultra transformés qui sont notés C, D ou E sur le Nutri-Score, donc qui ont une qualité nutritionnelle pas très bonne, quoi. Mais pour revenir sur donc ce dont on parlait avec les additifs, est-ce que ça veut dire qu'il y a des contrôles qui sont réguliers? À quelle fréquence ils sont faits? Est-ce que c'est fait uniquement d'un point de vue européen ou est-ce que c'est fait aussi d'un point de vue des pays en France, etc. Souvent au niveau institut européen, ensuite, l'État aussi peut avoir, un peu son mot à dire, là-dessus, hein. C'est eux aussi qui peuvent, agir, sur ça, hein. C'est pour ça que c'est débattu notamment, sur les, nitrates, nitrites et additifs nitrités au parlement français. Donc, oui, ils ont leur mot à dire, mais, globalement, ceux qui font l'évaluation, de la sécurité, pour ces, additifs, c'est, l'EFSA, il y a GfK, pour, les États-Unis, enfin, c'est des gros organismes, qui n'ont pas de conflit d'intérêts autres, qui vont étudier ça et qui vont, transmettre leur évaluation aux, commissions, qui, eux, réglementent, l'autorisation ou non de ces additifs. Mais là, dans les commissions, il peut peut-être avoir aussi, l'impact des lobbies ou des choses comme ça. Donc, Ouais, ça éventuellement, ça joue au niveau de la commission, mais c'est pas les scientifiques, qui auront, cet impact, enfin pas ceux qui évaluent les additifs, quoi. Et donc ok. après tu m'avais demandé aussi, si les additifs pouvaient être bons pour la santé.
Bah, globalement, il y en a certains qui sont bons, hein. Il y a des additifs, en fait, c'est des fibres, comme les gommes de xanthane, gommes de guar, c'est des fibres, en fait. Tu as le colorant, E101, c'est, de la riboflavine. Donc la riboflavine, c'est de la vitamine B2. Tu as des antioxydants, c'est de la vitamine E, de la vitamine C. Tu en as d'autres, par exemple, des antiacides, tu vas retrouver du calcium ou des choses comme ça, du magnésium, en fait, on retrouve des minéraux et des vitamines dans les additifs parce que dans ces aliments, ils sont apportés, ils sont mis en petite quantité, mais pour avoir des effets, particuliers. Donc soit la couleur, soit le côté antioxydant pour, préserver le produit ou soit améliorer la conservation du produit. On comprend bien que finalement, sous ces E avec un chiffre derrière, il n'y a pas seulement de la chimie, il y a aussi des minéraux, comme tu le disais, peut-être des oligo-éléments qui ont été rajoutés et on les a juste simplifiés par un acronyme pour synthétiser la chose. Ouais, oui, bah, c'est ça le code, E ou soit le nom, scientifique, de cette molécule. Donc, Ok. tu vas pas retrouver vitamine C, mais tu vas retrouver, acide ascorbique ou tocopherol ou, d'autres noms de vitamines, riboflavine par exemple, mais la plupart des personnes qui vont lire, la liste des ingrédients ne vont pas forcément connaître ces noms-là, mais donc, vont avoir tendance à se dire: «Bon, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, si tu es pas capable de prononcer ou de comprendre, ce que tu lis dans un aliment, bah, vaut mieux l'écarter». Ce qui est un peu, stupide. Tu vas demander à un enfant, de lire ça et de le comprendre, il va te dire qu'il comprend pas, bah, tu vas dire: «Bah, arrête de manger ces aliments». Et ça n'a pas de sens et si tu regardes aussi la composition réelle d'un aliment qui est pas transformé, tu leur donnes leur nom, scientifique aux molécules qui composent cet aliment, bah, la plupart des personnes ne vont pas comprendre non plus cet Bien aliment. sûr. Donc, Ouais. tu donnes la liste d'ingrédients d'un kiwi avec ses molécules, scientifiques, sans montrer l'image du kiwi, bah, tout le monde va dire: «Hop, j'en veux pas en fait». Ouais, C'est ouais, juste qu'il y bien aura, sûr. des acides aminés, du glucose, des choses comme ça, quoi. Ouais, tu casses un mythe assez sévère. Tu as parlé des États-Unis, il y a une question qui me vient. Est-ce que justement, en fonction des continents, il y a des différences que toi, tu as pu noter au niveau de tes recherches? Est-ce que finalement, on est mieux loti en Europe ou pas particulièrement? Oui, clairement, l'Europe, c'est le continent le plus, conservateur, le plus protecteur vis-à-vis des populations, hein. C'est vraiment les mesures sont très strictes au niveau des additifs ou beaucoup de choses, hein, quoi, les résidus de pesticides, de contaminants ou autres. L'Europe est vraiment, très conservatrice et fait très attention à ça. Donc, c'est loin d'être, le passe-droit et de faire tout ce qu'on veut, ou avoir l'image un peu négative, de l'État qui s'en fout de la santé des consommateurs ou autres. C'est pas du tout le cas et l'Europe est vraiment, vraiment très conservatrice, là-dessus. Elle fait très attention à la santé de ses, ressortissants. Oui, finalement, c'est pas parce qu'il y a quelques cas exceptionnels qui font grand bruit dans la presse que finalement tout le sac est pourri et que tout au niveau de la santé et de l'hygiène alimentaire, etc., que tout est pourri au sein de notre pays, au sein de l'Europe en général, quoi. Oui, c'est exactement ça et on a plus tendance à se, remémorer les choses négatives et à voir le négatif. En fait, on entend Mm. parler du négatif, mais généralement le positif, bah, on va pas forcément l'entendre parler et on trouve ça normal. Mm. C'est comme, les scandales sanitaires, qu'il y avait eu avec, Buitoni ou autre. Ouais. Au final, ça a fait un grand bruit, bah, il y a eu, des décès d'enfants. Mm. Donc c'est, dramatique, mais au final, sur toutes les entreprises qu'il y a en France, entreprises agroalimentaires où il n'y a pas de scandale, où les, contrôles sont bien faits, réalisés et tout, on n'en entend pas parler parce qu'en fait, c'est normal, ça doit être comme ça, c'est normal. Mm. Mais un cas fait que, tu remets tout en cause, de toute façon, les entreprises, font n'importe quoi, c'est de la merde, ils pensent qu'au profit ou autre. Mais en fait, c'est pas le cas et par exemple, moi, je peux travailler dans la qualité en agroalimentaire. Suffit que j'autorise, par exemple, un contrôle qui n'est pas bon et une bactérie, une salmonellose ou, enfin, une chose comme ça qui peut arriver, enfin une salmonelle ou listeria ou autre dans un produit et ben, j'engage ma responsabilité au niveau pénal. Donc c'est-à-dire que, le responsable qualité de ces entreprises, il va être aussi autant dans la merde que le directeur ou autre et je Ouais. suis pas sûr que, moi si je suis responsable qualité, je vais me dire, «Tiens,
bon, on prend le risque, on s'en fout, on va se faire des thunes et autres. On pense pas du tout comme ça. On pense déjà à soi et à sa famille. On va se dire: «Mais en fait, j'ai pas envie de retrouver en prison parce que j'aurais tué, accidentellement des enfants, parce que j'aurais autorisé un contrôle, qui était pas bon, d'autorisation à être envoyé, quoi». Ouais, c'est Les gens important ne que tu ne ne précises. voient que le côté négatif. Ouais. C'est un biais cognitif finalement. Je sais que tu as aussi au niveau de tes réseaux sociaux certaines personnes qui vont être un peu virulents, j'imagine, sur ce que tu vas apporter, mais parce que aussi tu touches beaucoup de gens et forcément peut-être que ces personnes-là, elles ont été d'accord avec toi 50 fois, mais la fois où tu as peut-être touché un peu plus à leur personne, bah, c'est à ce moment-là qu'elles vont interagir alors qu'elles n'ont jamais interagi avec ton contenu. Ça me fait penser un petit peu à ces problématiques-là qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, oui, bah, c'est totalement ça et les réseaux sociaux, j'ai pris un peu d'écart là ces derniers temps sur les réseaux sociaux parce que ça a tendance à me fatiguer, à me saouler des fois, c'est ce genre de comportement ou ce genre les publications. En fait, plus c'est négatif, plus ça logique, l'histoire est bien racontée, que ça fait peur, qu'on va mettre, l'État en cause ou autre, ça va prendre tout de suite, les gens vont être d'accord, quelques-uns Mm. vont dire: «Non, c'est pas vrai, exact, c'est ce que tu racontes, enfin, il faudrait peut-être le nuancer» et toi, tu arrives, tu mets un peu de nuance où tu dis: «Ça, c'est pas très grave» et autres, mais tu es un conspirateur, tu es payé par les industries, enfin, je me fais insulter, je me fais menacer, on m'a déjà menacé de me casser la gueule, mon fils aussi s'il me chopait dans la rue. Non, mais Ah tu ouais. vois, c'est les gens n'ont peur de rien, ils te balancent ça, comme ça. Ils oublient qu'on est des personnes derrière et qu'en plus, tu vois, je fais l'effort de mettre mes sources, je suis pas là à donner mon avis particulier, je suis plutôt à essayer de retranscrire ce qui est, dit, dans la littérature scientifique. J'essaye d'apporter des preuves à ce que je dis, pas, donner mon opinion, tu vois? Comme Mhm. beaucoup peuvent faire. Ouais, ouais, bah, clairement, on va parler de ça. Tu me fais une petite passe décisive justement sur cette confusion qu'on peut avoir et qu'on peut retrouver sur les réseaux sur ce qu'est un aliment sain ou healthy, comme disent nos influenceurs préférés. Parce que souvent, certains parlent d'alimentation saine ou de recettes saines parce qu'il n'y a pas de sucre, parce qu'il n'y a pas de graisse, parce qu'il n'y a pas de lactose, etc., etc. Finalement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un aliment sain et la différence avec un aliment non transformé? Est-ce qu'un aliment sain est forcément un aliment non transformé et un aliment malsain, un aliment ultra transformé? C'est un peu ça l'idée que tu voudrais dire, que tu Ouais, sous-tends? je pense que souvent il y a une Hem, confusion et que tu peux avoir une alimentation saine avec des aliments non transformés, avec des aliments transformés également. Enfin, voilà, toute cette nuance à apporter. déjà, en fait, il faudrait, tu vois, parler en termes d'aliments, je trouve que c'est pas déjà une très bonne idée. C'est plutôt, parler en termes, de diète, globale, tu vois? D'alimentation, Ouais. en général. Tu vois? Se fixer sur un aliment, va pas forcément, retranscrire, sur toute l'alimentation, comment elle est chez la personne et après, il faut, éventuellement voir le contexte aussi de cette personne. Parce que là, on est dans un contexte, économique un peu difficile pour beaucoup de personnes. Il y a la notion d'inflation. Les gens, la priorité des personnes, ça va être souvent de payer un peu le loyer, l'électricité, les charges, enfin avoir un toit, avoir, éventuellement un véhicule pour aller au travail. Ensuite, une fois que ces charges sont payées, il faut voir aussi le revenu qu'il y a derrière de disponible pour l'alimentation et en fonction de ça, opter pour les meilleurs choix, possibles. Et il y a une tranche de la population qui est plutôt dans la pauvreté ou pas loin, qui peut avoir, du mal à se fournir en aliments, dits, sains, donc des fruits ou des légumes ou autres, mais parce que c'est déjà, des denrées qui sont périssables. Donc tu vois, si, tu ne les consommes pas, à temps, bah, elles vont, périr, donc tu vas devoir les jeter, ça aura été une perte économique. Après, il faut voir le foyer aussi, est-ce que les personnes de ce foyer apprécient ces aliments? Si tu te rates dans ta cuisine, et que tu dois jeter ou que la moitié des personnes de ton foyer ne consomment pas ces aliments, ça peut aussi, un peu poser problème. Donc, il faudrait, tu vois, un peu voir tous ces contextes avant de juger, les aliments, vraiment et l'alimentation en général. Et après pour ce qui est, d'aliments sains vs, les aliments ultra transformés, en fait, c'est plus compliqué que ça. Tu vois, les aliments ultra transformés sont pas forcément malsains, mais c'est l'image qui en ressort depuis, le livre, d'Anthony Fardet, tu vois? Hâte aux aliments ultra transformés. C'est pas forcément malsain, mais c'est souvent que ces aliments ultra transformés sont d'une qualité nutritionnelle, médiocre. Donc comme je t'ai dit, tu as 80 des aliments qui vont être notés C, D ou E.
Donc ils vont avoir une densité énergétique élevée, qui vont contenir, des, matières grasses de, pas très bonne qualité, donc souvent avec un taux de graisse saturée important, qui est un proxy, pour augmenter le cholestérol et qui lui, peut augmenter les maladies cardiovasculaires. On peut retrouver beaucoup de sel dans ces aliments. Pareil, tu vois, l'augmentation, la consommation de sel, bah, c'est, aussi, contributif dans les maladies cardiovasculaires. Tu vois, c'est ces choses-là et ces aliments contiennent souvent moins de fibres, donc ont des bénéfices pour la santé. Donc les aliments ultra transformés ne sont pas forcément nocifs, mais il faut bien les choisir et donc plutôt privilégier les aliments qui sont A, B, éventuellement C. Et donc, ils vont avoir une qualité nutritionnelle meilleure, donc souvent un peu moins dense en énergie, des meilleures graisses, plus de fibres, plus de protéines, en fait, des choses qui sont intéressantes. Et les aliments, dits sains sont pas forcément, réellement sains, tu vois? Souvent on va dire les fruits et les légumes, c'est globalement sain, mais pour la santé, mais dans quelles conditions, ils sont, tu vois? S'ils sont contaminés par des bactéries, c'est pas forcément, un aliment qui est dit sain, en fait, Ouais. tu vois? Ça va t'amener des pathologies derrière, mais globalement, c'est ce qui en ressort et dans les aliments qui sont peu transformés, tu as quand même aussi, ceux qui ont une qualité nutritionnelle qui n'est pas terrible. Typiquement le beurre, souvent c'est en concurrence, tu vois, avec, margarine ou des choses comme ça. Ouais. Les gens vont dire: «C'est bien le beurre, c'est un aliment peu transformé», mais tu regardes, c'est que des graisses saturées, des acides gras trans et c'est l'aliment qui fait monter le plus le cholestérol, donc qui va être, contributif pour les maladies cardiovasculaires. Donc le beurre serait plutôt un aliment à éviter et il y a quelques aliments, comme ça, tu vois? Les viandes rouges, grasses, Mmh. c'est peu transformé, ça peut être considéré sain par une partie de la population. Et après, en fait, ça va être contributif aussi pour, l'augmentation du cholestérol, éventuellement l'augmentation du fer, chez certaines personnes, qu'il faudrait éviter. Donc en fait, ça dépend du contexte, à qui tu t'adresses, mais en fait, le gros problème sur les réseaux sociaux, c'est que les personnes qui font des publications le font en parlant à l'individu et ça, Ouais. c'est un gros problème parce que si tu veux, l'épidémiologiste, Girose, c'est en 1985. Mmh. En fait, le principe pour la santé publique, c'est de transférer, un plus grand nombre de populations à risque dans une tranche de risque inférieure et pas se concentrer sur la population qui est vraiment le plus à risque. Donc, tu vois, les 5 les plus à risque, les transférer dans un niveau inférieur. Nous, ce qui nous intéresse en santé publique, c'est de descendre, le plus la popula une plus grande partie de la population dans un niveau de risque inférieur. D'accord. Et donc, si tu veux, les messages sur les réseaux sociaux devraient plutôt être orientés sur ce qui est dit, en fait, dans les, recommandations de santé, publique. Donc, celles qu'on peut voir dans Manger Bouger ou, celles de l'ERN, enfin, voilà, tu vois? Ceux qui transmettent. Donc, moins de viande rouge, moins de viande transformée, plus de légumineuses, plus de fruits et légumes et ça devrait s'arrêter à ça, en fait. C'est suivre ces recommandations, c'est aussi simple que ça et la plupart des personnes seraient en meilleure santé. Mais après, faut voir aussi si c'est possible de le faire au niveau économique. Mmh. Je comprends, ouais. OK. Tu as parlé, beaucoup, depuis le début là du Nutri-Score avec, un code de A à E. Quelle est, finalement, ton opinion sur cet outil et comment bien l'utiliser, si on se focalise sur un sportif? Bah, en fait, c'est, le principe de Nutri-Score, c'est, de réduire, tu vois, tu as plus forcément besoin de lire, le tableau nutritionnel qui est derrière et le Nutri-Score sera un bon indicateur, de ce que va être le tableau nutritionnel. Donc, la densité en énergie, enfin les calories, les glucides, les protéines, les lipides, la qualité des lipides, le taux de le fruits et légumes dans l'aliment et les fibres et le plus simple à faire, en fait, c'est de favoriser, les produits qui sont notés A et B et en avoir une plus grande partie dans son alimentation et plus on va vers, ces niveaux de C, D, E, de réduire, la consommation de ces aliments. Ça veut pas dire de les interdire, ça veut dire juste, de pas en faire, une consommation, régulière et importante de ces aliments. Ils peuvent être intégrés dans l'alimentation, mais avec parcimonie et plutôt favoriser ceux qui sont notés A et B. Et ça a été, validé scientifiquement. Tu veux, c'est l'ERN là, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, qui est à l'origine, du Nutri-Score. Il y a beaucoup de publications scientifiques sur ce sujet et en utilisant, justement, les indicateurs qui sous-tendent le Nutri-Score dans ces études scientifiques,
Donc sur les cohortes, Nutrinet, Sun, Enrica, Epic, en fait, on constate que les personnes qui consomment le plus d'aliments, enfin une plus grande partie d'aliments notés, C, D, E éventuellement, ils vont être, plus à risque de mortalité, prématurée, plus à risque de maladies cardiovasculaires, plus à risque de cancer, et cetera. C'est assez simple en fait, tu favorises les aliments A, B et tu évites, enfin tu réduis, C, D, E, quoi. OK. Et Donc après ça, pour un sportif, pardon. bah, Ouais. c'est toujours le même principe, mais après, ça doit être plus spécifique et je pense que souvent les sportifs ont des connaissances en nutrition, pour plupart, plus importantes que la majorité de la population et donc eux peuvent, éventuellement se passer du Nutri-Score et avoir quelques spécificités en fait, ils peuvent mieux comprendre, les aliments ou autres, ce qu'ils doivent consommer. Mais, voilà, en fait, c'est le même principe que pour tout le monde, quoi. Est-ce que finalement, pour un sportif qui a envie d'aller un peu plus loin, quel conseil tu lui donnerais? Est-ce que ça serait de savoir lire l'étiquette ou pas forcément? Ça serait peut-être un autre conseil? Bah, le meilleur conseil, c'est de se faire accompagner, hein. Mais au final, tu vois, le Nutri-Score, il a été, mis en place, parce que c'est toujours le même principe. En fait, tu peux pas accompagner, des millions de personnes et payer Mmh. un coach ou un diète, pour, chaque personne ou chaque foyer. Et c'est impossible, en fait, et les personnes n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et donc, des mesures simples, c'est, justement d'inventer le Nutri-Score. Ça permet de faciliter, ces choix et de tendre à des meilleurs choix et ça se constate, hein, dans les marchés, les gens, font de meilleurs choix en choisissant, les produits avec le Nutri-Score. Et D'accord. donc pour un sportif, bah, le mieux c'est pour moi, c'est de se faire accompagner, tu vois? Si tu veux améliorer, tes performances, ta récupération, ta masse musculaire ou, je sais pas, objectif de perte de poids, bah, quand tu veux passer un step, c'est, une fois que tu as fini de tout voir par toi-même et que tu vois que tu es, un peu en rade ou que ça ne s'améliore pas, c'est éventuellement, prendre, quelqu'un qui t'inspire confiance ou, par Mmh. recommandation de personnes et aller, te faire coacher pendant un temps, quoi. Mais c'est un sage conseil parce que beaucoup finalement, croient qu'en accumulant les connaissances sur, les réseaux sociaux, ça leur suffit pour, leur, santé et leur performance. Mais en fait, à un moment donné, tu qu'une vague idée de la chose et surtout, tu as rien de personnalisé, là où un accompagnement, va être, vraiment bénéfique parce que la personne, elle va vraiment s'intéresser à toi, à tes problématiques, à tes objectifs et pouvoir, t'accompagner sur le sujet, ouais. Ouais, totalement et en plus, le problème des réseaux sociaux, tu entends tout et son contraire et tu sais pas vraiment à qui te fier. Tu peux vraiment voir, des gens favoriser, les diètes, sans glucides, donc keto, d'autres, l'inverse, tu vas avoir, régime, végétalien, à l'opposé, régime carnivore et en fait, tu sais pas vraiment à qui te fier et même si, certaines personnes font l'effort de mettre des références scientifiques, en fait, la quasi-totalité des personnes ne va pas lire ces références et donc ça fait genre un argument un peu d'autorité, tu vois? Ouais, «Oui, moi, c'est basé sur la science que je dis, donc tu peux me faire confiance». Mais des fois, tu vas lire ces études, bah, tu rigoles ou ça n'a pas de sens, quoi, ou ça n'a rien à voir avec le sujet et j'ai déjà eu, ce genre de confrontation, parce que j'ai fait un peu de debunk et j'aime bien faire ça et je trouve ça important. Mais bien c'est sûr. assez mal, perçu et les personnes que tu débunks, n'apprécient pas forcément. J'ai déjà eu, des menaces de m'envoyer devant le tribunal, tu vois, pour du debunk et en plus, j'avais même pas affiché ces personnes, tu vois? Mais, c'était à propos de la vitamine B12 dans les aliments à des doses de 5, microgrammes, dans 100 grammes, tu vois? Ou même pas. Je crois que c'était à peu près ça. Donc qui, ne pose pas de problème parce que c'était une forme, cyanocobalamin, tu vois? Qui est pas une très bonne forme, mais qui, ne pose pas forcément de problème au niveau santé et ces gens-là m'ont dit: «Si, si, tu vois, ça pose des problèmes, ça augmente le risque de cancer du poumon», je sais plus, un truc du genre et tout et ils ont mis des études et en fait, c'était dans ces publications et je dis: «Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Tu parles de doses de vitamine B12 qui sont à 1000 microgrammes, comparées à 5 microgrammes et en plus, c'est des compléments alimentaires sur une population, vieillissante, avec, des comportements où ça fume et tout. Ça n'a rien du tout à voir avec, les aliments qui peuvent être enrichis en vitamine, B12 comme, les produits, végétaux, les jus végétaux et les, viandes, enfin, les simili-viandes, quoi. Mmh. Et j'avais eu ce débat et donc les personnes et bah, au lieu de modifier, leur publication,
Ça a été simple, ça a été me menacer de m'envoyer devant le tribunal, tu vois? C'est que des trucs comme ça et j'ai fait comme ça, des fois je commente, je dis: «Mais en fait, tu vois, ce que tu dis, c'est faux, ça n'a rien à voir ou ou faut plus nuancer» et soit les personnes me bloquent, soit, je reçois des menaces, tu vois? Mmh. Et c'est tout ça le problème, c'est que les personnes qui vont suivre sur les réseaux sociaux et ben, ils peuvent pas voir vraiment, ce qui est contredit. Parce que les personnes vont supprimer les commentaires, vont bloquer ou autre. En fait, ils se croient chez eux et ce Ouais. qui est le cas. Ils sont chez eux, donc ils ont le droit de bloquer, de supprimer. Mais ce qui fait que quand toi tu suis ces personnes et que tu vois ça et que personne ne contredit ce qui est dit, et bah, forcément, bah, tu vas dire que c'est, logique et c'est certainement le cas Mmh mh, et mmh tu vas mh. l'accepter. Mais ça ne devrait pas être ça. Il faut toujours avoir, cette notion que, les gens peuvent bloquer, supprimer les commentaires, donc éviter, toute cette dualité ou ce contrepoint et en même temps, l'algorithme qui te favorise, des contenus similaires. Donc tu vas toujours Bien être dans sûr. cette boucle, Ouais. infernale qui va te lancer dans ces biais de confirmation que ça, c'est la meilleure méthode ou c'est la meilleure chose à faire, mais alors que c'est pas forcément le cas. Ou c'est très loin de ce qui, par exemple, peut être soutenu par la science. Tu vois? Donc il faut faire attention à ça, il faut en avoir, connaissance et notion et Mmh mh. c'est pour ça que ça me saoule un peu les réseaux sociaux, parfois, surtout quand je regarde et que je scrolle un peu, comme, beaucoup de personnes et que je vois ça et que je commente et que je me fais supprimer ou bloquer, ça m'agace, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul, sur les réseaux ces derniers temps. Ouais, mais je comprends, je comprends, je pense que dans tous les cas, il faut que les gens, puissent développer leur esprit critique en comparant déjà ce qui est comparable et en allant voir peut-être, comme tu le disais, les opposés, de ce qu'ils peuvent croire et en tout cas, de leurs croyances actuelles pour, à un moment donné, pondérer leur savoir et savoir, bah, quoi, partager ou tout simplement, se faire un avis qui est pas juste l'avis d'une autre personne, qui a une grosse autorité et cetera. Je suis bien d'accord avec toi, ouais. On va parler de la charcuterie, dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as partagé un réel sur, la charcuterie sur ton fil Instagram et tu partageais ce que tu prenais pour éviter, les inconvénients, à savoir, il me semble, la vitamine C. Il y en a peut-être d'autres. Pour quelles raisons, tu consommes cela et comment tu les consommes? Bah, pour, 2 raisons, pourquoi je fais ça avec, la charcuterie. En fait, la charcuterie, surtout, qui contient des additifs nitrités, donc ça va de E249 à E252, donc nitrite de sodium, nitrite de potassium, autres. Mmh. En fait, ces additifs nitrités, quand, tu vas consommer, les viandes, en fait, avec, l'acidité de l'estomac, une fois arrivé dedans, ça va former des composés, N-nitrosés, dénitrosamines et en fait, ces nitrosamines sont, des molécules, pro-cancéreuses, si on peut dire, tu vois? Enfin, ça va c'est des molécules qu'on souhaite éviter. Bah, c'est pour ça aussi qu'il y a tout ce débat autour de la réglementation, de la diminution ou de l'éviction totale, des additifs nitrités. Mais après, il faut savoir que ça a été, mis dans, ces charcuteries pour éviter, premièrement le botulisme et les, pseudomonas ou autres, bactéries qui peuvent, altérer, plus rapidement, la charcuterie. Donc ça, c'était, mis dans les années, 20 ou autres, c'était le premier principe, pour, réduire ces risques de pathologie, notamment le botulisme, parce que la toxine botulique, c'est, le pire poison qui existe pour, l'homme. Mmh. Et on D'accord. retrouve, toujours, des problèmes, liés à ça, notamment chez les personnes, qui font, des conserves maison. Souvent, ils peuvent se retrouver avec, cette intoxication. Et en fait, ça a été, mis, ça dedans. Mais depuis c'est resté et c'était évalué, les nitrites, les additifs nitrités et on constate qu'avec les nitrosamines, bah, ça augmente, les dommages à l'ADN, c'est un peu pro-cancer, donc ça augmente le risque de cancer, colorectal, éventuellement de diabète. Là, Nutrinet a mis ça en évidence, dernièrement et donc ça a été même classé, par le CIRC, l'Agence internationale pour recherche sur le cancer, comme, je crois c'est, classe, enfin une des premières classes en fait, viande transformée, c'est, cancérogène pour l'homme quoi, enfin ou considéré, comme quasiment cancérigène pour l'homme. Et c'est de là qu'il y a tout le débat et donc il y a eu plein d'études qui ont été réalisées, comment diminuer, les additifs nitrités, quel va être le risque aussi pour les aliments, donc la contamination avec la toxine, enfin le botulisme ou les pseudomonas ou autres, bactéries
Et donc on remarque toujours qu'il faut, quand même un minimum de nitrate ou, d'additifs nitrités pour éviter tout risque. Ouais, il faut 60 ppm et je crois que la réglementation là actuellement elle est autour des 200 ppm ou, 150 ppm, enfin je sais plus trop, mais, le but ce serait de descendre à 60, voire éventuellement, de faire l'éviction. Et donc, beaucoup de recherches qui ont été menées et on a remarqué qu'il y avait des, plantes aromatiques qui ont une activité anti-botulisme. Donc, tu vas retrouver, du clou de girofle, je crois des estragon ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que maintenant on retrouve aussi de la charcuterie sans nitrite. Et Mmh. donc on va retrouver aussi, toute une liste d'ingrédients et notamment des plantes aromatiques qui ont, cet effet aussi, anti, botulisme, activité botulique. Et aussi tu retrouves, des bouillons de légumes, souvent des légumes riches en nitrates, justement pour essayer de convenir à, c'est à peu près 60 ppm de nitrate, dans l'aliment. Bah, si tu veux, ça a toujours cet effet, un peu, négatif, tu vois? Parce qu'il y a toujours un peu ces, nitrates et ces, nitrosamines qui vont être formés avec, la viande et donc la digestion, tu vois? Ce qui est intéressant et dernièrement, ce qui a été fait dans, une étude, je Phytome Project, en fait, on constate que en mettant encore des plantes antioxydantes, donc de la quercétine par exemple ou des molécules assez proches, donc la vitamine C, ça réduit encore les dommages, à l'ADN et donc l'activité anticancéreuse. Donc ce qui serait potentiellement intéressant, mais ce qui n'y a pas de preuves clairement établies, c'est peut-être éventuellement de prendre de la vitamine C, avant la charcuterie ou enfin où tu vas faire une grande consommation de charcuterie, souvent des repas type, raclette ou des choses comme ça où les personnes peuvent consommer pas mal de charcuterie. Bah, là, peut-être que c'est intéressant de consommer peut-être 250 milligrammes de vitamine C OK. avant le repas et ça va notamment, permettre, de réduire, ces problèmes. Mais ça va aussi jouer sur autre chose qui est l'histamine. Parce que dans la charcuterie, on retrouve beaucoup, d'histamine et l'histamine, on la retrouve notamment dans les aliments qui sont fermentés, fumés, vieillis, tu vois? Typiquement les fromages, il y a beaucoup d'histamine, la charcuterie, il y a pas mal d'histamine, les poissons, les crustacés, il y a pas mal d'histamine, enfin, ces aliments comme ça. Après, dans les végétaux, tu peux en retrouver, quelques-uns, tu vois? Et la vitamine C, elle, a un effet antihistaminique. Il y avait eu une étude sur le mal de mer. En fait, le mal de mer, si tu veux, les personnes qui ont le mal de mer, en fait, c'est lié à une sorte d'intoxication à l'histamine et c'est D'accord. pour ça qu'il y a des gens qui ne supportent pas le voyage en mer et qui vont vomir ou avoir des nausées. D'accord. En fait, c'est lié à cet excès d'histamine. Et dans l'étude, je crois que c'était sur, une étude allemande, sur du rafting ou autre, ils ont fait 2 groupes, un groupe où il y a rien et l'autre où ils donnent 2 grammes de vitamine C. Bah, en fait, sur, le groupe où ils donnent 2 grammes de vitamine C et bah, tu as une réduction, des symptômes, voire, une disparition totale pour certains, des symptômes du mal de mer liés en fait, à la diminution de l'histamine. Donc la vitamine C a un effet antihistaminique. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant pour les charcuteries, pour les personnes qui ont déjà un peu du mal avec l'histamine et éventuellement aussi pour, réduire, ces composés, N-nitrosés. Parce que la vitamine C en fait, empêche la formation de ces composés, N-nitrosés, nitrosamine. C'est pour ça que dans les D'accord. végétaux, comme les betteraves où il y a beaucoup de nitrates, tu vois? Ou les jus de Mmh. betterave ou OK. ce que tu peux consommer et il y a beaucoup de nitrates et ça aura pas ces effets négatifs, parce que déjà, il y a pas vraiment de contact trop avec les protéines et en plus, il y a beaucoup de vitamine C dedans qui empêche la formation de composés nitrosés. OK. Bon, déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Clément. Tu as parlé de charcuterie, tu as parlé de fromage, tu as parlé de poisson. Bon, je pense déjà, tu as mis un couteau dans le cœur de beaucoup de Français, là. Est-ce que finalement, ça veut dire aussi qu'il faut mettre, il faut prendre des vitamines C pour tous les aliments que tu as cités, au même titre que la charcuterie? Non, 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 pas du tout. En fait, c'est plus pour les personnes qui peuvent avoir du mal avec, l'histamine, tu vois? Il y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont des problèmes, liés, à l'intolérance à l'histamine, c'est, une faible portion de la population. Mais, D'accord. tu vas retrouver plus sur les personnes qui ont des allergies déjà, parce que les allergies, si tu veux, la molécule qui pose problème, c'est l'histamine. Si tu as, des éternuements, tu vois, bah, avec le pollen, des choses comme ça, les graminées, Ouais. les gens peuvent avoir plus d'éternuements, les yeux qui démangent ou des difficultés à respirer ou autre.
ce qui est lié à ces pollens ou ces irritants qui vont en fait augmenter le taux d'histamine dans le corps et en fait, tu vas avoir une réaction, allergique et c'est cette histamine qui pose problème. C'est pour ça que les médicaments qu'on donne dans ces cas-là sont des antihistaminiques. Ouais, ok. Donc c'est pour combattre l'histamine. Justement, il y a une question évidente qui me vient, c'est quel est le lien finalement avec les personnes qui sont allergiques non alimentaires? Tu as parlé des graminées comme le pollen, qui touchent quand même beaucoup de personnes. Est-ce qu'une solution, ça ne serait pas de supprimer ces aliments-là sur une période donnée, là où on est plutôt sujet à être allergique à ces graminées, ou potentiellement même le supprimer tout court? Je ne sais pas, dis-moi en plus. C'est une des stratégies qu'on peut utiliser, c'est, la réduction ou la suppression des aliments qui contiennent le plus d'histamine ou qui peuvent, contribuer à une compétition d'élimination avec l'histamine. Typiquement l'alcool. L'alcool peut contribuer à augmenter le taux d'histamine parce que la molécule qu'on va se débarrasser en premier, ça va être, l'éthanol ou ses D'accord. dérivés, ça rentre en compétition, en fait, avec l'histamine et en plus, dans certains produits alcoolisés, notamment les bières, les vins, tu vas retrouver aussi de l'histamine, notamment le vin blanc, tu vois? Il est assez riche en histamine. Donc, typiquement, le repas qui, est très embêtant pour les personnes qui ont une intolérance à l'histamine, c'est vraiment, raclette, tu vois? C'est du fromage, de la charcuterie et éventuellement du vin blanc ou du vin et ça fait mal, tu vois? Donc, ça, c'est des genres de choses que je déconseille aux personnes qui ont une intolérance à l'histamine et s'ils le font, éventuellement, là, prendre de la vitamine C comme j'ai pu l'évoquer avant, tu vois? C'est les stratégies employées. En fait, si tu veux, pour avoir la notion de choses, parce que ces aliments, en fait, vont pas poser tout le temps des problèmes. Parfois, ils vont avoir des problèmes, parfois, il y en aura pas et ce qui est très gênant pour la plupart des personnes, c'est que quand tu te dis: «Ah tiens, je consomme cet aliment, je me suis pas senti bien, je vais le consommer plus tard, je me sens bien, je recommence, je me sens pas bien. Bon, je pense que cet aliment me pose problème». Mais en fait, il pose pas forcément de problème, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être, autre chose qui va aussi avec ou peut-être cet aliment, mais aussi, tout le contexte, derrière. Tu vois? En hiver, si tu as pas trop de pollen, bah, ces aliments-là vont pas te poser de problème. Après plus tard, tu vas, dans la période de pollen, tu vas consommer ces aliments, tu vas avoir des problèmes. Tu vas te dire: «Bah, en fait, je supporte pas le lactose, je supporte pas machin». Enfin, souvent c'est des produits comme ça, donc tu consommes le fromage, tu vas dire: «Ouais, c'est le lactose, machin», c'est en fait, c'est l'histamine et pour, voir ça, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut imaginer que le corps, tu vois, c'est comme une tasse de café. Voilà, tu te sers du café, en fait, tu évites déjà d'en renverser du café, tu vois? Parce que tu pourrais te brûler, et c'est en fait, c'est l'histamine, c'est comme le café. Tu veux pas qu'elle déborde de ta tasse parce que sinon tu vas te brûler donc si tu te brûles, c'est en fait, c'est l'équivalent des symptômes avec l'histamine. Tu vas avoir l'apparition de ces symptômes et en fait, la quantité de café, que tu peux avoir dans ta tasse, des fois, tu as du café qui est froid, tu vas en rajouter par-dessus, ce que tout le monde peut faire. Et cette quantité peut varier d'une personne à l'autre. Donc, tu arrives, comme ça le matin, en hiver, tu as quasiment, 0 café dans ta tasse. Tu peux en mettre autant que tu veux, donc tu peux, vas-y balance, envoie tes raclettes, envoie ton fromage, envoie ton chocolat, envoie tes bananes bien mûres, pas de problème, tout passe. Et là, tu arrives, printemps, il commence à y avoir du pollen. Qu'est-ce qui se passe? Et ben dans ta tasse de café, tu es déjà aux 3/4 de café de froid, tu vois? Tu commences ta journée, c'est quasiment plein. Tu rajoutes un petit peu d'aliments, un petit peu de fromage, un petit peu de chocolat, une banane et paf, ça y est, c'est la merde, tu as des symptômes, tu commences à éternuer pendant ton repas, il faut que tu te mouches, tu as les yeux qui grattent, tu vois? Tu as plein de symptômes. Tu vas avoir, chez certaines personnes des diarrhées, des difficultés à respirer, des mal de tête, notamment chez les femmes, beaucoup de migraines, tu vois? C'est assez chiant parce que tu vas refaire le lendemain le même repas, tu vois? Pas un repas différent plutôt, tu vois? Mais sauf que tu as la même quantité de café froid dans ta tasse. Tu Mmh. es 3/4, tu vas mettre d'autres aliments qui contiennent aussi de l'histamine. Tu vas dire: «Ah putain, c'est pas possible, j'ai des problèmes aussi avec ces aliments-là» et là, tu vas commencer à éviter, tous ces aliments et en fait, c'est pas forcément les aliments, mais c'est plutôt, toute ton exposition, liée au pollen ou autre, où là, tu devrais faire plutôt des efforts, je pense. Peut-être éviter de d'étendre son linge d'or, pendant qu'il y a du pollen, faire attention à ces choses-là, moins s'exposer, peut-être éviter d'autres irritants, tu vois? La poussière, les acariens ou les personnes qui ont des allergies ou autres, tu vois? Essayer de diminuer et essayer quand même de garder
une certaine base alimentaire, parce que tu peux pas digérer tous les aliments non plus. Mais ce qui est bien, c'est d'enlever surtout les aliments qui sont vraiment, problématiques. Donc, le fromage, l'alcool, éventuellement le chocolat, les produits fumés, par exemple le saumon fumé ou les choses comme ça. Ça, c'est des aliments, il faut les éviter, charcuterie aussi. Mais le reste des aliments, essayer de les garder même s'il y a quand même quelques problèmes. Essayer de diminuer d'autres facteurs derrière. C'est ce que j'essaie plutôt de conseiller et après tu peux prendre des compléments qui peuvent aussi, aider à réduire ces phénomènes-là. Et chez les Parfait. femmes, il y a encore une autre problématique, c'est le cycle menstruel. Parce que Mmh. tu as aussi pendant, les œstrogènes ont un effet sur, l'histamine aussi. Donc avec les variations d'œstrogènes pendant le cycle et bah, tu peux avoir des symptômes d'intolérance à l'histamine. Typiquement les femmes, quand elles arrivent, proches de l'ovulation, 1 ou 2 jours avant, peuvent avoir des migraines, bah, ça va être lié à l'histamine. Ou pendant, le SPM aussi, tu vois, ça peut être aussi lié à l'histamine. OK, très clair. Franchement, tu as répondu à toutes les questions qui me sont venues au fur et à mesure, donc parfait. J'aimerais qu'on passe, du coup, au sujet, des compléments alimentaires qui, intéressent beaucoup les sportifs. Parce que aussi cette industrie-là est une grosse industrie, dans laquelle notamment, je sais que tu travailles de près ou de loin. Enfin, tu nous en expliqueras, davantage, les tenants et les aboutissants. Cette industrie-là, elle vante les mérites du collagène et de la glycine. Qu'est-ce que tu en penses? Lequel prendre? Pour quelle personne? Alors, oui, bah, j'ai collaboré avec, Greenway qui est une marque de compléments et j'ai, formulé, participé à la formulation, du multivitamine et du, magnésium chez, Greenway et après moi ce que j'en pense des compléments de collagène et de glycine, alors c'est que ces études qui, évoquent le collagène, enfin on va étudier le collagène et son efficacité sur, éventuellement, la peau, les articulations, rides, enfin tout ça. C'est que des fois, il y a quelques petits problèmes dans la conception de l'étude, tu vois? Ça va être, ne pas être égal, en termes de protéines. Sur le collagène, au final, c'est des protéines et donc, tu vas avoir un groupe qui va avoir, je sais pas, 100 grammes de protéines plus, 20 grammes de collagène et l'autre groupe qui va avoir 100 grammes de protéines ou tu vois? C'est pas vraiment, 120 grammes PS 120 grammes. Donc pas forcément sûr que le collagène, c'est lié, à ces acides aminés, qu'on retrouve un peu moins dans l'alimentation, classique parce qu'on va consommer plus des viandes musculaires et un peu moins tout ce qui va être osseux ou des viandes, cartilagineuses et c'est ça qui pose problème. Est-ce que c'est vraiment, ces acides aminés qui apportent un bénéfice ou c'est, le supplément de protéines qu'on va apporter? Tu vois? C'est ça qui Ouais, est assez intéressant, ouais. compliqué Ouais, et donc le collagène, quand tu regardes son prix au kilo, il est quand même, relativement cher. Et en cette période, est-ce que, c'est vraiment intéressant de rajouter du collagène ou, plutôt rajouter, de l'équivalent en protéines, tu vois? C'est d'accord. la question à se poser. Est-ce que tu es prêt à payer, je sais pas, enfin, ouais, donc, je pourrais pas dire, mais, ça doit être au moins, 30 ou 40 € le kilo, à peu près, hein, je pense, un truc du genre. Mmh. Est-ce que ça vaut vraiment le coût, de se rajouter du collagène quand on n'est même pas sûr que c'est lié, le bénéfice à ces acides aminés? C'est, la question qu'il faut se poser. Mais, l'alternative serait la glycine, tu vois, éventuellement. Parce que le collagène, ce qui compose le plus le collagène, c'est la glycine. Et la glycine, c'est un acide aminé qui fait, défaut aussi, dans l'alimentation, qu'on peut avoir. Donc, pour moi, la meilleure alternative, c'est de prendre de la glycine en sachant que, éventuellement, si on retrouve des bénéfices, liés aux acides aminés, du collagène, ce serait certainement, en grande partie lié à la glycine. Donc, ce qui serait le plus intéressant au niveau économique, ce D'accord. serait d'augmenter sa consommation de protéines et de rajouter, de la glycine à côté. Tu vois? Éventuellement, au lieu de prendre, 10 à 20 grammes de collagène, bah, tu te rajoutes, 10 à 15 grammes de glycine. Tu vas peut-être avoir les mêmes bénéfices qu'avec le collagène et de toute façon, tu le sauras jamais vraiment, parce que c'est, au final, c'est très subjectif vu que tu t'étudies toi-même, tu vois? C'est compliqué d'être objectif là-dessus et donc pour moi, je privilégie la glycine et je conseille toujours la glycine et je recommande pas spécialement de la consommation de collagène. Tant qu'il y a pas d'études, bien, menées, qui comparent la même quantité de protéines à quand on a rajouté le collagène. Donc si on rajoute 20 grammes de collagène dans un groupe, qui consomme 100 grammes de protéines, bah, dans le groupe, on aura consommé 120 grammes de protéines. OK, Donc c'est très pas clair. bien fait comme ça et qu'il y en a plusieurs,
Bah, pour l'instant, je suis pas sûr que le collagène est, réellement, plus bénéfique qu'une consommation supplémentaire de protéines. Ok, bah franchement, j'ai appris beaucoup de choses là, dans ce que tu viens de nous raconter. Je connaissais pas forcément tous ces détails et cette nuance au sujet de ces deux compléments alimentaires. Je trouve que ça nous éclaire beaucoup sur le sujet. Et en plus de ça, dis-moi si je me trompe, la glycine, c'est vegan friendly. Oui, 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 oui. À la différence du collagène qui l'est pas du tout, ou je sais pas si Non, parfois ça existe non, des procédés peut-être différents qui le sont. non, bah, forcément, ça va être, issu de cartilage, soit bovin, peu moins de porc, ça se fait plus trop de porc et ou marin, tu vois? Collagène Ouais, marin, mais ça le collagène issu du végétal, ça n'existe pas, quoi. ouais, on est d'accord. Et il y a une Ouais, différence entre justement le bovin et le marin. ça va être sur, hem, peut-être franchement, il y a pas trop de différence, mais ça va être sur, peut-être la différence en quantité sur, certains acides aminés, peut-être, aussi la capacité à réduire le collagène, enfin, là, c'est, le poids moléculaire, les Dalton. Peut-être, tu vois? Mais je me suis pas plus, renseigné là-dessus, mais pour moi, il y aura pas grande différence, tu vois? C'est plus le côté marketing, éventuellement qui va être, derrière. D'ailleurs, une question me vient. Beaucoup parlent des bouillons d'os, voilà, de manger, bah, comme tu le disais, hein, tous ces cartilages au niveau animaux notamment. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est voilà, c'est peut-être plus économique? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il faut en consommer tellement que ça paraît compliqué? Quel est ton avis à ce sujet-là? Tu vois? Ça peut revenir encore dans le fait d'aliments, sains ou peu transformés vs, aliments ultra transformés, tu vois? Parce Ouais, que les protéines en poudre, ça va être des aliments ultra transformés, mais en fait, au évidemment. final, ça reste des aliments sains, de la protéine en poudre. Je vois pas ce qui, serait, très négatif dedans. La glycine, c'est la même chose. Au final, ça reste un truc, au final, l'extraction ou autre, c'est beaucoup de procédés de transformation et on peut se dire que, c'est peut-être plus avantageux, enfin, plus intéressant de prendre un produit dit, naturel, et donc de se faire, ses propres bouillons d'os. Donc déjà ça va prendre beaucoup de temps, parce que, faut de la préparation pour ces bouillons d'os. Il faut les laisser cuire, il faut, vider un peu, extraire ce collagène. Ensuite, tu vas mettre au froid et là, tu vas enlever la pellicule pour récupérer ça, ce qui t'intéresse vraiment. Donc c'est, moi je trouve hyper fastidieux pour, éventuellement, comme je t'ai dit, le le peu de bénéfices que tu peux avoir si tu consommais plus de protéines. Mhm. Et en plus de ça, ce qu'il faut, penser, c'est pas parce que c'est, produit, brut ou, dit naturel que ça va être forcément plus sain. Parce que tu retrouves, par exemple dans les, bovins, les vieux, une accumulation de métaux lourds. Donc tu vas avoir plus de plomb ou de molécules comme ça, qui vont se stocker aussi, dans, l'os, tu vois? Dans la matière osseuse. Et donc, quand tu vas faire ton bouillonose, bah, tu vas aussi, libérer un peu ces, molécules, donc ces métaux lourds. Et donc, tu vas te retrouver avec, un collagène, naturel, mais naturellement aussi, plus riche en métaux lourds ou autres, parce que ça n'a pas été, purifié. C'est un peu le même principe, tu vois, de tous ces discours, par exemple le sel, tu vois? Souvent sur les réseaux sociaux, on va te dire, «Tiens, il faut éviter le sel raffiné, ça contient des additifs, il faut prendre un sel naturel». Bah, très bien, mais en fait, le sel raffiné, l'avantage, c'est qu'on a enlevé tous les métaux lourds, ce qui, n'est pas le cas dans les sels, bruts. Et après, tu as rajouté des additifs, mais les additifs n'ont pas d'effet négatif pour la santé. De toute façon, en soi, le sel, est à éviter ou à réduire sa consommation. C'est ce qui pose le plus de problème dans l'aliment, qu'il soit naturel ou avec des additifs. Mais tu vois, c'est un peu le même principe. C'est pas parce que c'est forcément, naturel, brut ou que tu vas préparer toi-même que c'est forcément plus sain ou meilleur pour ta santé. Parce que il peut avoir des contaminants et que tu en aies pas conscience, c'est tout. Très très clair. J'ai trouvé génial que tu partages ton passé d'orthorexie sur les réseaux sociaux parce que clairement, dans ton témoignage, je m'y suis un peu retrouvé au niveau, bah, pareil, hein, de mon passé sportif, etc. Peux-tu nous dire ce que c'est? Parce que c'est un terme que peu de gens forcément connaissent, mais pour autant, ils peuvent s'y retrouver et nous en parler afin d'aider certains de nos auditeurs. Ouais, bah, c'est, dans la recherche de manger, le plus sain, enfin le plus santé possible,
d'éviter un peu tous ces écarts. Donc tu vas toujours faire attention à ce que ce soit la meilleure diète possible, pour, ta santé, au détriment de ta santé mentale, sur ce coup. Mais, voilà. En gros, si tu veux, par mon passé, j'ai été, gros, je pesais plus d'une centaine de kilos et en 2012, j'ai entamé un régime et de la musculation et j'ai perdu une trentaine de kilos. Et c'est là où j'ai eu, cette passion pour la musculation et la nutrition et j'ai commencé à apprendre par moi-même beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai feuilleté, j'ai les forums, j'ai épluché tout ça, tu vois? J'ai pas arrêté et après j'étais, dans la recherche de me dire: «Oh putain, en fait, il y a des, aliments, qui sont, potentiellement, dangereux pour ta santé ou qu'il faudrait éviter», tu vois? L'époque des graisses saturées, les graisses saturées, bah, ça augmente le cholestérol va augmenter tes maladies cardiovasculaires. OK, bon, on va virer tout ça. Ah et à l'inverse, si tu remplaces, tu mets, plus, de d'acides gras polyinsaturés, d'oméga 3, ça va être, mieux pour ta santé. Et donc, je me suis retrouvé, des fois à consommer des quantités d'oméga 3 très importantes, même en complément alimentaire, dans le but de me dire: «Bah, tiens, moi, je veux améliorer ma santé, bah, je vais prendre ces compléments» ou des choses comme ça. J'ai vraiment, touché à tout, hein. Pendant ces années où j'ai un peu appris par moi-même, testé, autres, je suis passé par beaucoup de régimes, ouais, j'ai fait un régime céto pendant des mois, du low carb, du high carb, fait quoi? De la diète paléo, de la diète, végétarienne. J'ai essayé beaucoup de choses et en essayant de me dire, au bout d'un moment, en fait, il faut que j'ai la meilleure alimentation possible pour ma santé parce que, je voulais, en fait, perdurer, je savais que je ne serais pas un sportif, incroyable, mais que je voulais, garder de bonnes performances, de développer ma masse musculaire, de garder un taux de masse grasse, correct et d'avoir ma santé la plus optimale possible et d'éviter tout risque de blessure. Donc j'ai, fait mon alimentation, pour qu'elle respecte ça. Donc j'avais tendance à, calculer toutes mes calories, donc MyFitnessPal était mon meilleur ami. Je faisais vraiment attention à tout ce que je consommais, donc je faisais attention à mon taux de fibres, à mon taux de graisse saturée, j'essayais de consommer, fallait au niveau des recommandations pour, les, acides gras polyinsaturés, je faisais, attention à ma consommation de protéines, et quelle viande aussi consommer, donc je préférais les viandes blanches, j'évitais les viandes rouges. Pareil, pour le poisson, j'essayais d'inclure du poisson gras, machin. C'était très prenant psychologiquement, mais j'avais quand même des bons résultats avec, mais c'était, clairement, pas sain psychologiquement parce que quand je sortais, dehors ou que j'allais chez des amis ou autres, bah, c'était, pas d'alcool, non, bah, en fait, je vais pas prendre, aux apéritifs parce que ça, c'est pas bon pour la santé, ça contient trop de sel ou c'est des aliments ultra transformés. Parce que même là, à cette époque-là, j'étais, contre les aliments ultra transformés, tu vois? J'étais moins nuancé que je le suis maintenant et donc j'évitais de manger ça, si, pareil, je sortais, des fois et qu'on n'avait pas le temps de manger correctement ou autre, il fallait s'arrêter à un McDo et bah, je préférais jeûner et ne rien prendre dans ce McDo et regarder les autres manger que manger moi-même, tu vois? Et c'était tout le temps comme ça et donc socialement, ça a un impact. Moi, je le percevais pas comme ça, mais en fait, au niveau de tes proches, bah, tu es un peu le mec bizarre et même au niveau de ta relation de couple, c'est compliqué parce qu'au final, tu arrives à ne plus manger la même chose. Chacun mange un truc, différent parce que, Mmh. moi, j'étais à cheval sur, beaucoup de choses et que la personne avec qui j'étais, c'était, moins le cas, tu vois? Et ça, c'était, source de conflits et c'est pas forcément, très bon pour la santé mentale, ce genre de comportement et surtout qu'il y aura pas forcément, un bénéfice, très, très important, pour la santé par rapport, à quelques écarts, que tu peux faire, enfin, que je pouvais considérer à l'époque comme, des écarts, ça n'aurait pas eu, vraiment d'impact, sur ma santé. Ouais, je vois, je partage un peu ton témoignage parce qu'il y a certaines choses qui me reviennent. Moi, j'ai été aussi pas mal dans le sans sucre, j'ai essayé un peu le végétarisme, le véganisme, aussi par expérience, voir ce que ça donnait. Ça a eu des effets assez positifs dans le sens où, bah, déjà, comme tu le disais, tu testes d'autres choses, mais aussi tu testes d'autres saveurs, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire attention, je pense, d'un point de vue social. Mais la question que je me pose, notamment avec mes clients qui sont sportifs, alors tous ne sont pas dans le haut niveau et il faut pondérer la chose, bien évidemment, mais quand on atteint un certain niveau et que justement, en fait,
tout l'entraînement invisible rentre en fait dans ta performance et que ben, tu es obligé de faire certains sacrifices, ben, je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Et parfois, ben, il faut faire peut-être attention à ce que ça ne parte pas vers du côté pathologique, orthorexique, etc. Mais c'est vrai que une fois, je discutais avec Gladys Diblin, que vous pourrez retrouver dans l'épisode numéro 3. Et elle nous partageait en fait le fait qu'elle avait des footballeurs qui avaient une problématique par rapport à leur conjoint ou conjointe et qui pouvaient avoir des difficultés parce qu'effectivement, la nutrition de leur famille était différente de la leur parce que tout simplement, en fait, le sacrifice que eux font ne peut pas être fait par rapport à leur famille, ce qui s'entend, mais ce qui crée forcément des complications dans un foyer familial. Ouais, ouais, bah, totalement. Et comme je t'ai dit, en fait, moi, c'est de mon expérience, c'est que j'ai pas un grand niveau non plus de sportif. Et chez les sportifs de haut niveau, forcément, tu peux t'exposer à des contraintes comme celle-ci et tu peux choisir de les appliquer pour justement peut-être améliorer ton niveau, tes performances ou rester plus longtemps au haut niveau. Mais après, ouais, c'est des choix qu'il faut faire. Il faut en discuter aussi avec les membres de la famille. Et après, il y a peut-être des compromis qui peuvent être trouvés, mais en fait, c'est beaucoup de dialogue et de discussion, ce qui peut être accepté ou pas, je pense. Ouais, clairement. Après, c'est plus, sur le côté psychologique, et comment c'est accueilli, ces notions-là, plutôt que le pratique et c'est à mon avis, le dialogue qui doit privilégier avant tout et après voir ce qui peut être fait Mm. dans le couple, dans le foyer familial. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis parfois même à des niveaux qui sont pas forcément très hauts, mais je pense notamment au sport où il y a de la pesée, où ils doivent faire une sèche pendant une certaine période. Et c'est des périodes qui sont très compliquées d'un point de vue mental parce que justement, ça crée des dissonances par rapport à ça. Et puis parce que bah, l'approche de la compétition, etc. Donc je pense trouver déjà son équilibre auprès de sa famille, de son entourage pour que ça se passe au mieux. Mais effectivement, il y a de la nuance par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Clément. C'était super intéressant. On va passer à la dernière partie de ce podcast. J'aimerais que tu nous donnes ton point de vue sur l'évolution de la santé des Français dans les 20 prochaines années. Ça va pas être, très joyeux, hein. Moi, franchement, je pense qu'on va aller dans quelque chose de très négatif, soit lié aussi à cette, comme je t'ai dit, le contexte économique, sociétal. À mon avis, il va y avoir, de plus en plus, augmentation de la pauvreté ou en tout cas des gens qui auront des difficultés, financières et donc tu vois, une des choses qui peut être coupée, c'est, forcément le niveau alimentaire, tu vois? Le budget alimentaire, ça c'est une des choses qui peut être coupée plus facilement que payer ton loyer ou l'électricité ou ça reste, très primaire et c'est des besoins qui sont, privilégiés avant la nourriture. Mm. Et donc déjà, tu retrouves des personnes qui, peuvent déjà sauter des repas parce qu'ils ont du mal à acheter, des aliments et vu que, à mon avis, on va aller, dans les 20 ans à venir dans cette augmentation des prix perpétuels et bah, forcément, des moyens de contrecarrer ça, ou en tout cas de mettre en place, des choses qui peuvent permettre aux personnes de se nourrir correctement ou en tout cas d'avoir une alimentation, mais pas forcément l'achat d'aliments santé. Parce que l'achat d'aliments santé, des fois, peut être, en quantité plus importante, que, le repas, tu vois? Souvent, on peut voir sur les réseaux sociaux, tiens, je fais des repas ici, avec, tel aliment, mais des fois, quand tu veux acheter ces aliments dans le commerce, tu es obligé de prendre des quantités, qui sont plus importantes que toi, tu peux le faire en un repas. Et donc après, les personnes vont, penser, «Tiens, bah, en fait, sur plusieurs repas, bah, peut-être que je vais perdre, en fait, ces denrées, je vais devoir en jeter une partie, je vais pas pouvoir tout consommer». Ou c'est comme, par exemple, consommer du pain, tu vois? Si on te recommande de consommer 2-3 tranches de pain, mais que, tu dois acheter une baguette, bon, tu vas peut-être y réfléchir, quoi. En fait, je vais peut-être me passer de la baguette et je vais éviter ce genre de choses. Donc il faut voir un peu ce contexte-là économique, sociétal et à mon avis, vu comment ça va être de plus en plus compliqué, donc il y aura plus de problèmes, au niveau alimentaire. Donc je pense, on peut peut-être retrouver plus, d'obésité et à mon avis, ça va aller comme ça, plus de personnes en surpoids ou d'obésité, notamment liées à cause de la pauvreté et après, l'exposition aussi aux réseaux sociaux. Tu vois, moi, plus je passe devant du temps devant les réseaux sociaux, je scrolle parce que
J'aime bien voir ce qui se dit et après éventuellement faire du debunk ou des choses comme ça ou créer des contenus en fonction. Mais ce qui m'attriste en fait, c'est que comme je t'ai dit, la plupart des personnes, créateurs, s'ils sont pas d'accord avec, la personne qui vient t'emmerder en train de dire, «Attends, ce que tu dis au niveau scientifique, c'est pas du tout le cas» ou autre, bah, elle bloque, elle supprime les commentaires. Et ben, en fait, ces personnes vont se dire, voilà, comme, je l'ai dit, «OK, ce qui est dit, personne ne le contredit, c'est que ça doit être vrai, machin, donc je vais certainement appliquer ça». Donc tu te retrouves avec, Glucose, Goddess là, des personnes comme ça, qui vont te dire: «Attention aux glucides, il faut manger de telle manière». Tu vas retrouver, genre Nutri Keto là qui va dire, «Vas-y, bah, tu manges, en cétogène, tu vas éviter les glucides parce que les glucides, c'est le démon». Tu vas retrouver, genre, comment Paul Saladino là, américain là, sur, le carnivore, donc il va te dire: «Bon, il faut éviter, tous les fruits et légumes, parce que c'est pas bon, c'est des plantes toxiques, faut privilégier, que la viande, les abats, les choses comme ça». Tu vas retrouver, après tout ce qui est autour, du, véganisme, ainsi de suite, du crivorisme. En fait, la population qui regarde ça, c'est beaucoup, d'adolescents ou autres, et de jeunes ou de notre âge, qui, peuvent se dire: «Ah tiens, bah, en fait, je vais, appliquer ça» et sans forcément avoir cet esprit critique ou ce recul de se dire: «Attention, mais en fait, l'algorithme me fait voir que les choses que j'aime et que je suis en accord avec, les créateurs de contenu, eux, suppriment et bloquent, les personnes qui contredisent». Donc forcément, tu as, ce biais-là et ces gens peuvent appliquer ça et tu peux un peu, à mon avis, te retrouver dans les années à venir avec, une augmentation très, très importante des, troubles du comportement alimentaire, tu vois? C'est pas du tout ma spécialité, mais moi je vois ça comme ça. Dans 20 ans, à mon avis, on va voir parce que les adolescents qui sont là, qui vont être, adultes et après, parents, vont transmettre des choses qu'ils auront certainement appris et un des endroits où ils apprennent le plus de choses, en fait, c'est les réseaux sociaux. Mais c'est pas un bon endroit pour apprendre des choses, en général. Et à mon avis, au niveau alimentaire, bah, les gens vont, tendance à avoir appliqué, ce qu'ils auront vu. Ils vont peut-être voir des bons résultats, sur le court terme, pour leur santé. Ils vont dire que ça, c'est bien et en fait, ce sera pas forcément bien et avec toute cette dissonance, ces contenus opposés, bah, à mon avis, ils vont essayer plein de choses et vont, petit à petit aller vers les troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'orthorexie, pour d'autres, l'anorexie, parce que tu as aussi, ces notions de physique, affichée ou de fit inspiration, tu vois? J'affiche mon physique, pour t'inspirer. Tiens, si tu es motivé, que tu es carré dans ta diète, tu peux avoir mon physique et bah, ça peut aussi avoir des effets négatifs. Tu veux tout le temps être, fit, au régime tout le temps pour avoir le même physique et ça peut t'amener vers l'anorexie. Enfin, pour moi, on va aller vers une augmentation, de la pauvreté, peut-être des problèmes liés à l'obésité et d'un autre versant, les problèmes de troubles de comportement alimentaire. Donc Ouais, et ça va puis être, assez noir. faut pas oublier que derrière tous ces contenus-là, ces comptes-là, il y a un business. Et qu'à un moment Tout à donné, fait. effectivement, ils vont prôner pour ce qu'ils croient, ou en tout cas ce qu'ils vendent. Et forcément, je pense que c'est là où on doit avoir un esprit critique assez conséquent pour éviter de se faire avoir, ou en tout cas voilà, de pondérer la chose et de faire des choix en connaissance de cause. Clément, je vais te poser la dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Il y a 3 personnes qui aiment entendre au micro. C'est, déjà Mathias Soulol. Ouais, Alors, dans les, sciences du sport, pour moi, c'est une pointure et c'est, un invité que je recommande et il a déjà fait quelques podcasts, où on peut le suivre sur les réseaux sociaux. Son contenu est extrêmement qualitatif et je recommande vivement de le suivre et de ouais, l'écouter et en plus, il partage ça, très bien de manière, simple, posée. pédagogique. C'est vraiment agréable, ouais. C'est une des personnes que je recommande vivement de suivre et d'inviter sur ce podcast. Deuxième, je dirais Vassilis Siliopoulos, qui est lui aussi, une pointure en nutrition là et j'adore tout ce qu'il fait et c'est vraiment, quelqu'un d'incroyable, et il a énormément de connaissances et il a fait aussi un livre, l'auteur d'un livre, sur le lait, «Écrivez Mm. vos préjugés», donc je recommande vivement et si c'est possible de l'inviter sur le podcast, ce serait génial Ouais, pour Nouchka pour nous tout le en a un monde. petit peu parlé justement parce que j'ai évoqué avec elle
toutes les croyances qu'il y a autour du lait. Donc forcément, elle a parlé de Vassilis et je trouve aussi son contenu assez intéressant. J'ai pas encore lu son livre, mais je pense que vu comme toi tu en parles, Nouchka en parle, je pense que ça peut être une lecture intéressante pour tous nos auditeurs et moi-même. Ouais, c'est mais, Mathias pour le sport, Vassilis pour la nutrition, c'est vraiment, 2 pointures, hein. Je recommande de les suivre. Bon après c'est, 2 personnalités différentes, hein, en revanche, hein. C'est pas du tout la même approche, hein. Ok. Et la troisième personne, c'est, Séverine, Falkovits, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Bon, je m'excuse pour la prononciation, je suis pas sûr et c'est l'autrice de Au cœur de l'esprit critique, qui est un excellent livre, je crois docteur en psychologie, et vraiment, ce qu'elle partage, sur, tout ce qui est autour de l'esprit critique est très, très intéressant et sur les réseaux sociaux aussi, un peu le debunk qu'elle peut faire. Je trouve ça, assez intéressant, Trop bien. notamment les biais psychologiques et autres. Donc je si c'est possible de l'avoir sur le podcast, ce serait, je pense, génial. Trop, trop bien. Je connais pas du tout Séverine. Je vais aller regarder ça juste après notre conversation. Je trouve ça super intéressant de parler d'esprit critique. On en a bien parlé pendant le podcast et je pense que ça peut être une bonne voie d'entrée pour discuter avec elle et puis bien évidemment avec Mathias et Vassilis. Merci beaucoup pour ces recommandations. Clément, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, je te remercie, pour, l'invitation. Ça a été un plaisir, d'échanger avec toi et j'espère, sincèrement que ça va plaire aux auditeurs et n'hésitez pas, à, nous envoyer un message, pour, nous dire, ce que vous avez pensé de l'épisode et de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, pour, soutenir Maxence. Parfait, merci beaucoup Clément. Merci aussi pour toutes les informations déjà que tu m'as données, que tu as données à tous nos auditeurs. J'ai appris énormément, véritablement. Je sais que tu as dû certainement en déranger quelques-uns, mais ils sont sûrement plus présents à nous écouter et les autres ont certainement un esprit critique développé et qui écouteront sûrement l'épisode qu'on pourrait faire avec Séverine. En tout cas, merci à tous d'être encore présents jusqu'au bout. N'oubliez pas effectivement de lâcher un commentaire, un 5 étoiles, comme le disait Clément, parce que c'est grâce à vous que le podcast grandit. Merci pour votre soutien. Et vous retrouverez tous nos différents réseaux sociaux directement en lien dans la description. L'Instagram de Clément est une vraie pépite. J'ai appris énormément en me renseignant sur toi et puis pour te poser toutes ces questions. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 18h. D'ici là, je vous souhaite de prendre un maximum de plaisir dans votre sport. Force!